Bonjour, c'est Pierre Craig qui vous parle. Médecins du Monde, une ONG médicale humanitaire, travaille dans plus de 70 pays, dont le Canada et ici même à Montréal. Sa mission est d'assurer de défendre l'accès à la santé des populations marginalisées. Dans ce but, Médecins du Monde veut donner à ces populations la capacité d'agir, de revendiquer leurs droits à la santé et aussi les accompagner dans leur lutte pour l'accès universel aux soins. Aujourd'hui, Médecins du Monde nous invite à vous parler de l'avortement, une procédure médicale contre laquelle une partie de l'humanité s'élève, parfois avec la violence des armes, souvent avec celle des lois. En écoutant Manon Ourdin, que vous allez entendre à l'instant nous faire la description de toutes les menaces qui visent les femmes qui font ce choix, le vrai visage de cette guerre contre l'avortement ne m'est jamais apparu aussi clairement. Et ce visage, c'est celui d'une volonté de contrôle sur les femmes et leur corps. Chaque année, 121 millions de femmes tombent enceintes dans le monde sans l'avoir voulu. 60% d'entre elles choisissent d'interrompre leur grossesse. Près de la moitié de ces avortements sont faits dans des conditions atroces, souvent par des charlatans. 39 000 femmes en meurent chaque année, 7 millions d'autres doivent être hospitalisées à cause des complications. Aujourd'hui, nous faisons avec vous un tour d'horizon sur l'accès à l'avortement qui va nous mener du Québec au Canada anglais, en commençant par un regard sur notre planète avec Manon Ourdin, directrice des opérations internationales à Médecins du Monde. Manon, chaque année dans le monde, il y a plus de 70 millions de femmes qui vont choisir l'avortement. Il y a près de 40 000 de ces femmes-là qui vont mourir et 7 millions qui vont être hospitalisées à cause des conséquences de ces avortements faits par à peu près n'importe qui. Est-ce qu'on peut parler d'une crise sanitaire mondiale? On peut parler d'une crise sanitaire particulièrement parce qu'on a les solutions, que c'est vraiment l'accès à un service médical qui peut sauver des vies, qui n'est pas fourni et qui en plus cible les femmes dans les milieux les plus vulnérables, dans les pays en crise, qui ont le moins de moyens économiques, donc qui sont les plus marginalisés. Il y a une chose qui est claire, l'interdiction de l'avortement, ça n'empêche pas les avortements. Là, je viens de le dire, là, il y a 70 millions de femmes qui vont choisir l'avortement. Ces femmes-là viennent beaucoup de pays où c'est interdit ou extrêmement restreint. Tout ce que ça fait, c'est menacer la santé et la vie de ces femmes-là. Mais une femme qui veut avorter, elle va avorter. On ne pourra pas l'en empêcher. Donc, le cadre restrictif qui est mis autour de ça, c'est juste, ça va les empêcher d'avoir accès à un professionnel de la santé qui est formé. Ça va les empêcher d'avoir accès à de la bonne information. Ça va les empêcher d'avoir accès à des intrants médicaux de bonne qualité ou autres, et elles vont s'exposer à des risques. C'est ça qu'on appelle des avortements non sécurisés. C'est là où on a le plus de décès, parce qu'un avortement sécurisé est extrêmement... il y a très peu de risques de complications. Et puis, c'est là où on va avoir des décès et en effet des hospitalisations. On va avoir aussi des conséquences sur toute la durée de la vie de la femme après. La majorité de ces décès-là et de ces hospitalisations surviennent dans des pays du Sud. Est-ce que ça veut dire que c'est une question de moyens financiers? On n'offre pas ou on va l'interdire parce qu'on n'a pas l'argent? Est-ce que c'est une question de moyens financiers? C'est quoi? Non, l'interdiction légale, elle vient toujours d'un cadre politique qui essaye de contrôler le corps des femmes. C'est pas un manque de moyens qui fait que c'est interdit. Le manque de moyens, par contre, il va limiter l'accès même dans des pays où c'est légal. C'est politique. Oui, c'est politique parce qu'en fait, on l'a vu dans énormément de pays où il y a eu des changements de politique et de gouvernement où d'un coup, on a perdu ou au contraire ouvert l'accès à l'avortement. Il faut savoir que dans le monde, il y a 4 pays sur les 30 dernières années qui ont restreint l'avortement. Et il y en a plus d'une soixantaine qui l'ont ouvert. Donc, globalement, les choses vont mieux. Et globalement, on a quand même des politiques qui sont de plus en plus progressistes avec des gouvernements qui reconnaissent qu'il y a des avortements dans les pays même quand c'est illégal. Et donc, ce n'est pas un débat de est-ce que oui ou non il y aura des avortements. Les interdire vont pas empêcher d'avoir des avortements. Mais qu'est-ce qu'on fait pour éviter qu'il y ait des conséquences négatives sur les femmes? Tu nous dis c'est politique. Écoute, j'ai demandé à 2 femmes de ma connaissance, pourquoi les restrictions à l'avortement? Et les réponses ont fusé sans l'ombre d'une hésitation identique toutes les deux, c'est pour contrôler les femmes. C'est clair, c'est dit, mais c'est pas accepté de tous, c'est pas vu de la même façon par tout le monde, ça. Je pense que c'est plus accepté quand on a été confronté à des situations comme ça. Et c'est assez intéressant. Moi, je fais des ateliers pour discuter de l'avortement.
Et à chaque fois qu'on pose la question, est-ce que vous connaissez quelqu'un qui a eu un avortement? 100% des personnes qui participent aux ateliers vont dire oui. Donc, ça concerne absolument tout le monde. Et généralement, dans ce cas-là, on se rend compte que, oui, les limites d'accès, elles sont pas justifiables. Quand on demande à un comité d'éthique qui va valider si la femme prend une décision de façon rationnelle, c'est en gros remettre en cause sa capacité de jugement. Donc, ça en revient sur le contrôle. C'est les mêmes mécanismes qu'on a vus dans tous les schémas de contrôle d'une population. Mais les opposants à l'avortement disent on protège les enfants. La Cour suprême d'Alabama, écoute, c'est en avril que ça s'est déroulé, ça, en avril 2024, a jugé que les embryons congelés issus de la fertilisation in vitro étaient des enfants à naître et qu'il était criminel de détruire ces embryons congelés. Ça va loin, là. Ça va loin et ça va très loin aussi quand on a des histoires de femmes qui se retrouvent en déni de service alors que leur vie est en danger. Donc, même pour protéger la femme, on va refuser un avortement. Donc, au final, on se rend compte que c'est pas une question de sauver des vies. C'est vraiment juste du contrôle parce que il y a des femmes qui meurent parce qu'il y a des lois qui restreignent cet accès-là. Est-ce que l'interdiction de l'avortement, les difficultés d'accès aux moyens contraceptifs, est-ce que tout ça va ensemble assez souvent? Interdiction de l'avortement, puis difficultés d'accès ou interdiction même à la limite des moyens contraceptifs. Je pense entre autres à l'Église catholique, là, évidemment. Les deux sont quand même très liés. C'est que l'avortement, donc ça fait partie de la planification familiale. On n'a pas de pays qui vont faire passer des lois pour autoriser l'avortement sans avoir un groupe de services complémentaires, à savoir la contraception, l'éducation complète à la sexualité. Donc, ça va souvent de pair. Après, on a des pays qui vont se limiter justement à certains éléments comme l'éducation, la contraception, mais qui vont refuser la contraception d'urgence ou l'avortement. Mais c'est des pays dans lesquels souvent on voit une progression et on peut avancer. L'entrevue qu'on fait ensemble est compliquée du fait qu'on parle de la planète Terre. Mais est-ce que tu peux quand même nous brosser une espèce de tableau géopolitique là, de comment ça se passe dans les parties du monde? Comment est-ce qu'on contrôle l'accès à l'avortement? Alors, il y a beaucoup de barrières. Le côté légal en est forcément la première. Il faut savoir donc que c'est en Afrique qu'on a le plus d'avortements non sécurisés. Et après, on va en avoir en Asie, en Amérique latine. Ça reste quand même en Europe et en Amérique du Nord qu'on a le moins de risques quand on avorte parce que c'est plus ouvert, mais on voit ça change déjà actuellement. Il y a 4 pays dans le monde qui ont aucune restriction législative, qui est le Canada, les Pays-Bas en Europe, la Guinée-Bissau en Afrique et le Vietnam en Asie. Il n'y a que 4 pays dans le monde où il n'y a aucune restriction à l'avortement. Dans tous les autres pays du monde, et il y en a près de 200 des pays, il y a une forme ou une autre de restriction. Exactement. Et ça, c'est juste légal. Parce qu'après, il y a plein d'autres barrières qui vont s'appliquer. Mais donc, on voit quand même de plus en plus de pays qui vont ouvrir leur cadre légal. Le problème, c'est que souvent, on va avoir un appareil légal qui est comme pas aligné. Donc, on va avoir le code pénal qui va criminaliser l'avortement, alors que d'autres textes ont été ratifiés au niveau international et permettent l'avortement. Donc là, après, ça crée une grosse barrière d'accès parce que les prestataires de santé savent pas si c'est vraiment légal ou pas. On va avoir des personnes qui peuvent quand même se faire emprisonner et puis après, se rendre compte que non, finalement, c'était légal. Mais donc, il y a quand même beaucoup d'éléments à mettre en place pour après que la loi soit appliquée. Et ça, c'est vraiment juste le cadre juridique et légal. Et après, dans beaucoup de pays, une des principales barrières, ça va être l'accès physique, géographique. C'est beaucoup le cas dans des pays en Afrique, comme en RDC ou autres, où les distances sont tellement grandes entre là où vit la personne et là où le centre de santé est. Et pour trouver un centre de santé où le personnel a été formé, où il y a les équipements, où il y a les matériaux, que au final, l'accès devient très, très restreint. On va aussi avoir certains pays qui vont autoriser l'avortement, mais uniquement l'avortement chirurgical. Donc, ça va justement renforcer ces barrières géographiques, alors qu'il y a d'autres types d'avortements qui seraient possibles avec du personnel qui n'est pas forcément du personnel médical et qui permettrait à des femmes qui vivent très loin de services de santé d'y avoir accès. On parle beaucoup de l'Afrique, donc des pays du Sud. C'est donc là qu'est le problème. Le problème est moins présent dans les pays du Nord? Il y a quand même des problèmes dans les pays du Nord. On a des cas, par exemple, en Belgique, en Allemagne, en Géorgie, où il y a des limites administratives. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, il y a un temps d'attente obligatoire entre le moment où on dit qu'on veut avorter et le moment où on a le droit d'avorter.
Donc ça, quand on est dans un cadre légal où il y a une limite gestationnelle pour pouvoir avorter, la majorité, ça va être 12 semaines, mais ça varie entre 5 semaines et 24 semaines, en gros, partout dans le monde. Ben, ça fait qu'on peut très facilement basculer du mauvais côté de cette limite-là et en fait perdre son accès d'un coup. Il y a aussi, ça crée aussi un problème, les limites gestationnelles, par rapport à tout ce qui est lié à l'éducation et à la sexualité. C'est-à-dire que des femmes qui vont avoir moins accès à l'éducation et à la sexualité vont moins reconnaître les signes, vont être en déni de grossesse, parce qu'elles sont en situation de malnutrition, vont moins montrer une grossesse, se retrouvent très facilement en dehors du cadre légal de 12 semaines. Donc tout ça, en fait, c'est des barrières qui vont compliquer l'accès, même si le pays autorise l'avortement. Il y a certains pays d'Europe, j'ai vérifié ça, je parle de Andorre, Malte et la Pologne, où c'est complètement interdit. Alors, on va avoir Andorre et Malte où c'est complètement interdit. En Pologne, on a le droit si on peut démontrer que la vie de la femme est en danger. Mais ça aussi, ça crée plein de situations où en fait, les prestataires de santé et les médecins ne savent pas vraiment comment appliquer cette loi. Parce qu'ils peuvent voir en début de grossesse qu'il y a un risque pour la santé de la mère, mais est-ce que le risque doit être tel que c'est imminent ou pas? Et donc, on va avoir des prestataires de santé qui vont pas fournir le service pour se protéger parce qu'ils ont peur d'être eux aussi emprisonnés. Parce que les pays où il y a une restriction comme ça, c'est pas juste l'avortement qui est illégal, mais c'est aussi, ça va condamner toute personne qui fournisse des informations ou le service à une femme. Donc, ça limite vraiment ce que le système de santé peut fournir parce que les gens ont peur de l'interprétation. On a aussi beaucoup de prestataires dans certains pays qui vont utiliser l'objection de conscience. En Italie, c'est quelque chose qui est beaucoup appliqué. Il faut savoir qu'il y a 22 hôpitaux dans toute l'Italie où il y a 100% des prestataires de santé qui travaillent dans ces hôpitaux qui sont des objecteurs de conscience, donc qui refusent de fournir un avortement. Et quand c'est 100% du personnel de santé d'un hôpital, ça veut dire que l'hôpital ne fournit plus de service. Est-ce qu'il y a des façons nouvelles d'offrir ce service de santé qui puissent faire en sorte qu'on rejoigne le maximum de femmes? L'Organisation mondiale de la santé a sorti en 2022 des nouvelles directives. Eux, ce qu'ils recommandent, ça va être la pilule abortive. C'est des médicaments qu'on prend pour pouvoir avorter. On peut les prendre chez soi, on peut les prendre dans un centre de santé, on peut les prendre dans des centres sociaux aussi. Et ça peut être fourni par des prestataires qui sont pas forcément des prestataires de santé. Donc, ils recommandent élargir vraiment à démédicaliser l'avortement. C'est quelque chose qui se fait beaucoup dans les pays où c'est interdit, comme à Malte, où on va avoir de la télémédecine avec des médecins qui ne sont pas présents à Malte, vu que c'est interdit, et qui après vont envoyer par la poste les pilules. Et puis, c'est possible d'être en ligne avec quelqu'un pendant son avortement ou de le faire différemment. Puis, la deuxième grande recommandation de l'OMS, c'est que ça soit pas juste fait par des professionnels de la santé. Même un avortement par aspiration, donc chirurgical, mais qui va se faire sous 14 semaines de grossesse, c'est recommandé que ça puisse être ouvert à d'autres personnes, des personnes bien sûr qui sont formées, mais ça peut inclure ce que, par exemple, en Haïti, on va appeler les matrones, ou on appelle aussi ça les tradipraticiens, mais donc reconnaître un peu les savoirs traditionnels et les femmes ou les hommes qui vont faire du suivi de grossesse ou qui sont liés à ces actes-là, pouvoir eux leur doter aussi de nouvelles compétences pour pouvoir fournir ce service. Ça peut être aussi des travailleurs sociaux. Ça peut vraiment élargir, et quand il y a des barrières d'accès géographique, c'est ça qui va lever les barrières. J'abonde dans son... Mais j'entends des gens qui ragent en quelque part d'entendre ce discours-là. Qu'est-ce que tu leur dirais? Moi, je me pose pas en il faut avorter, il faut pas avorter. Le débat, il est pas du tout là. C'est qu'on a des femmes qui meurent, il y a un soin de santé qui est disponible et on a les moyens de le donner. Donc là-dessus, je comprends pas comment on peut continuer à laisser des femmes mourir alors qu'on a tous les moyens de les sauver et qu'en plus, ça soit les femmes qui sont dans les situations les plus précaires qui se retrouvent dans ces situations-là. On a vu, il y a des études qui ont été faites sur l'avortement, etc. Très souvent, on va utiliser oui, mais il y a la culpabilité qui vient avec un avortement, etc. Il y a eu des études qui ont été faites. Le sentiment prédominant après un avortement, c'est le soulagement. Ce n'est pas la culpabilité, non, c'est le soulagement. C'est parce qu'on a repris un contrôle de quelque chose on avait perdu le contrôle de quelque chose, on a pu reprendre le contrôle sur sa vie. Je fais des ateliers pour discuter d'avortement et pour discuter des valeurs autour de l'avortement. Et je le fais dans des contextes où l'avortement, il est interdit, avec des personnes donc qui sont contre, avec des personnes qui sont très religieuses et donc qui sont, mais moi, par rapport à ma foi, je peux pas comprendre ça. Et les conversations, une fois qu'on enlève tous les faux semblants et toutes les fausses croyances liées à l'avortement, il y a aussi beaucoup de pragmatisme. Qu'est-ce qui va se passer avec cet enfant qui n'est pas désiré, où la femme n'a pas les moyens de s'en occuper, où on sait que le fœtus, il a des problèmes cardiaques ou autres, dans un pays où il n'y aura pas les soins de santé? Toutes ces situations-là,
elles vont engendrer d'autres problèmes, d'autres enjeux, d'autres détresses. Et donc, il y a aussi beaucoup de pragmatisme, je trouve, dans beaucoup de pays, et en particulier avec les personnes qui travaillent en lien avec des populations vulnérables, même si ça va à l'encontre de ma foi, le fait d'enlever ce service-là et les conséquences d'enlever ce service-là vont aussi à l'encontre de ma foi. Donc, je trouve il faut justement enlever tout le côté très émotionnel lié aux avortements et avoir une conversation juste calme sur les conséquences, les barrières. Est-ce que c'est normal que parce qu'on vit loin, qu'il faille qu'on arrête de travailler pendant 2 jours, qu'on n'ait plus de revenus, qu'on abandonne nos enfants pendant 3 jours pour pouvoir accéder à un service qui devrait être disponible? Est-ce que c'est normal qu'on en vienne là alors que s'il y avait plus d'accès à la contraception, de communication sur la sexualité, il y aurait aussi moins de grossesses non planifiées. On le voit, plus la législation autorise les avortements, moins il y a de grossesses non planifiées et moins il y a d'avortements. Donc en gros, si quelqu'un veut moins d'avortements, il faut légaliser. Merci beaucoup, Manon. Merci. En 2022, le pays le plus puissant de la planète a fait reculer de près de 50 ans le droit des femmes à cette procédure médicale. La Cour suprême des États-Unis a invalidé le droit constitutionnel des Américaines à l'avortement en décrétant qu'il n'était plus constitutionnel. 2 mois plus tard, Amber Thurman, 28 ans, mère d'un petit garçon, est morte d'une septicémie aiguë dans un hôpital d'Atlanta, la capitale de l'État de la Géorgie. Par crainte d'une loi récente interdisant la procédure du curetage, les médecins ont attendu 20 heures pour l'opérer. Au Canada, en 1869, l'avortement était un crime passible de la prison à vie pour les soignants et de 7 ans de prison pour la femme. La vente, la distribution et toute publicité entourant la contraception était aussi un crime. Il faudra attendre 100 ans avant que l'avortement soit légalisé dans les cas où la vie ou la santé de la femme était en danger. En 1988, l'avortement a été complètement décriminalisé au pays et l'année suivante, la Cour suprême du Canada a refusé de reconnaître une existence juridique au fœtus dans la célèbre cause opposant Jean-Guy Tremblay à Chantal Daigle. Mais pour plusieurs, la lutte contre l'avortement continue. Le 14 novembre dernier, le mouvement Québec Vie a contesté en cours la loi québécoise qui interdit aux manifestants anti-avortement de s'adresser aux femmes à moins de 50 mètres d'une clinique. Au Québec, on ne se pose plus de questions là-dessus. Mais on devrait peut-être se demander si ce service médical est accessible partout et si certains regards obliques persistent. Patricia Larue est directrice de la Clinique des femmes de l'Outaouais. Patricia, tu regardes beaucoup plus que nous la question du droit des femmes à l'avortement. La plupart des Québécois pensent que ce droit-là, c'est complètement acquis, ça ne sera jamais remis en question. Mais toi, tu nous as dit qu'il y a des préjugés contre l'avortement qui existent encore au Québec. Oh, il y en a énormément. Nous, on le voit tous les jours. Je travaille dans une clinique d'avortement, puis on voit qu'il y a des préjugés qui sont encore insistants sur l'avortement. Donc, ces préjugés-là, ça peut aller à mener des gens à diffuser de l'information qui est erronée sur l'avortement. Donc, des préjugés, des choses qui n'ont pas basé sur la science, qui vont essayer de dissuader les gens d'avoir des avortements. Mais il y a aussi une grosse partie du jugement. Les femmes et les personnes avec un utérus qui viennent pour avoir accès à un service d'avortement à la clinique, elles ont fait leurs recherches, elles ont décidé l'option qui était la plus facile ou l'option qui était la meilleure pour elles, mais elles vivent beaucoup de jugements souvent de la part de leurs proches, des fois des conjoints, des fois des parents qui vont essayer de mettre des bâtons dans les roues, les empêcher de se rendre à leur rendez-vous. Donc, ces préjugés, on les voit, mais on les voit aussi en école de médecine. Pour les médecins qui travaillent en avortement aussi, c'est très, très fort, ces préjugés-là. Là, tu nous parles beaucoup de l'entourage, des proches, du milieu dans lequel les femmes qui veulent avoir un avortement évoluent, mais tu nous as aussi parlé d'une difficulté à recruter des professionnels, puis d'une difficulté avec, je pense évidemment aux médecins, je pense aux pharmaciens. Qu'est-ce que tu peux me dire de ça? Ben, c'est difficile parce que on sait qu'il y a des gens qui sont fortement opposés à l'avortement. Donc, c'est un risque de travailler dans une clinique d'avortement. Il y a des médecins qui ont été victimes d'attentats, qui ont perdu leur vie parce qu'ils font ce travail-là. Oui, mais ça, c'est aux États-Unis, Patricia. Là, il y a eu des attaques sur des médecins au Canada aussi. Là. Il y a des médecins qui sont fait attaquer en Colombie-Britannique, en Ontario également. Il y a des médecins ici, il y a plusieurs années, qui se promenaient avec des vestes par balles parce qu'ils étaient ciblés par les mouvements anti-choix. Ici au Québec aussi, oui, exactement. Donc, leur nom était sur des sites web anti-choix.
il était ciblé. Je dirais que les médecins qui viennent ici n'ont plus de veste par balle et tout ça, mais on doit quand même assurer un niveau de sécurité, des doubles portes à l'entrée des cliniques, par exemple. Donc, il y a encore un risque. Il y a 10 ans en Outaouais, on n'avait aucun médecin basé en Outaouais. Tous les médecins venaient de Montréal et venaient en rotation en Outaouais pour offrir le service parce qu'aucun médecin était prêt à l'offrir. Parce qu'en région, tout le monde se connaît plus. Tout le monde se connaît, c'est des petites régions, donc les gens se connaissent, peuvent s'identifier. Donc, il faut s'assurer là, de la sécurité des médecins et tout ça. Bon, je vais pas viser des types de professionnels, mais ça existe, alors je pense qu'on doit pas passer à côté sans le mentionner. Tu nous as aussi parlé des pharmaciens parfois. Exactement. Donc, on envoie souvent maintenant les prescriptions pour l'avortement par médication. Il y a de l'avortement qui se fait par la prise de médication aussi. Et les prescriptions sont souvent envoyées en pharmacie pour que les personnes aillent chercher leur prescription de Mifegymiso en pharmacie. Et puis, ils vivent des jugements aussi dans plusieurs pharmacies. Il y a des pharmacies qui refusent de garder cette médication-là. À ce moment-là, on sait qu'on peut l'envoyer à d'autres pharmacies. Par contre, il y a des pharmacies qui vont passer des jugements. Des femmes vont aller chercher leur prescription et ils vont se faire crier après, vont se faire un peu insulter, dire est-ce que votre décision est bien prise? Je vois que vous pleurez, peut-être que votre décision est pas bien prise, peut-être que vous devriez y penser à 2 fois. J'ai l'air du gars là, qui veut te contredire, mais c'est quand même incroyable ce que tu racontes là. Tu nous parles du Québec de 2024. Oui, du Québec de 2024. On parle pas de l'ensemble des pharmaciens. C'est des minorités, mais il y en a quand même. Donc, à chaque fois qu'on envoie une prescription, on doit dire, on doit avertir les patientes en disant, ben, écoutez, vous savez, l'avortement par médication est gratuit avec votre carte d'assurance maladie. Donc, assurez-vous que vous ne serez pas facturé. Et si on passe des jugements, ben, rappelez-nous, on va essayer d'envoyer la prescription ailleurs. Il y a un autre obstacle à l'avortement. Et ça, quand tu regardes la planète Terre, là, tu te rends compte que c'est un des plus gros obstacles, c'est l'accès au service médical d'avortement. Est-ce qu'au Québec, on a réglé ça? Parce que quand je regarde les chiffres canadiens, par exemple, c'est au Québec où il y a le plus de points de service en matière d'avortement. Est-ce qu'on est correct ou est-ce qu'il y a encore des progrès à faire? Toi, qu'est-ce que tu peux nous en dire? Bien, je pense que quand on se compare, on se console. Par contre, c'est loin d'être parfait. Hein, les points de service en avortement au Québec, ben on a une des seules provinces où le gouvernement s'assure qu'il y ait un point de service dans chaque région administrative. Donc, c'est un point c'est aidant pour l'accès. Par contre, les régions administratives sont très grandes. Ces gens-là, si elles n'ont pas de voiture, comment est-ce qu'elles vont se rendre ici à la clinique si elles n'ont pas accès à du transport en commun? Si elles vivent avec des conjoints contrôlants, abusifs, qui ne veulent pas les soutenir dans leur quête de service, comment elles vont se rendre à la clinique? Si elles n'ont pas de carte d'assurance maladie, comment est-ce qu'elles vont réussir à se déplacer pour avoir accès aux services? Si elles ont des emplois précaires où on protège pas vraiment leur possibilité de prendre congé, est-ce qu'elles vont pouvoir, par exemple, prendre 2 rendez-vous, 2 journées de congé pour avoir accès à un avortement? Donc, il y a beaucoup, beaucoup de barrières encore. C'est là que la pilule, ce qu'on appelle la pilule abortive, là, le nom scientifique. Mifegymiso. Bon, voilà. C'est là que ça peut venir aider énormément. C'est sous-utilisé au Québec. Hein? Il y a à peine 17% des femmes qui se font avorter au Québec avec la pilule abortive, contre 32% en Ontario, 72% en France. Pourquoi c'est si peu utilisé au Québec, alors que ça réglerait peut-être le problème de la femme qui est à 3-4 heures de ta clinique? Ben, ça a été difficile de mettre en place, je pense, l'offre de services en interruption de grossesse par médication. Ça a été long. Il y avait des restrictions imposées par le Collège des médecins au départ sur l'offre du service. Donc, ça n'a pas pris aussi rapidement. Par contre, on veut s'assurer que les personnes puissent choisir encore la méthode d'interruption de grossesse qu'elles souhaiteraient. Et on veut s'assurer qu'elles sachent où les services sont offerts. Et puis, il y a tellement de tabous sur l'avortement, des fois que les femmes sont gênées d'en parler avec leur médecin de famille parce qu'elles vont avoir peur de se faire juger, de se faire reprocher différentes choses. Donc, il faut s'assurer de battre ces stigmas-là un petit peu et puis que les gens soient capables d'en parler avec leur médecin de famille ou avec les cliniques locales davantage. C'est un service médical, hein, l'avortement, là, c'est pas une chose extraordinaire, c'est un service médical. Mais tu me dis qu'il y a des femmes en 2024 au Québec qui vont continuer d'être gênées. Oui,
Puis surtout dans les petits villages ou dans les communautés rurales où tout le monde se connaît encore, où le médecin de famille ou le pharmacien, c'est peut-être notre père, notre grand-père, notre oncle, notre tante ou notre sœur. Des fois, c'est pas des choses qu'on est à l'aise de dire. Ou quand la pharmacie est pas munie d'une salle de consultation où on présente notre prescription et puis que la pharmacienne ou le pharmacien parle en public devant toutes les autres personnes qui attendent encore, c'est gênant aussi de se faire questionner là-dessus, que ça soit pour des traitements d'ITS aussi ou que ça soit pour l'avortement. Tout ce qui a lieu avec la sexualité, des fois les pharmaciens ou les pharmacies sont pas organisés pour protéger des confidentialités comme ça, là. Avant d'en arriver à l'avortement, il y a un autre service médical qui est vraiment important. Ça s'appelle la contraception. Et encore une fois, on est au Québec en 2024. Bon, moi, j'ai lu que la moitié des avortements qui sont faits au Québec sont causés par une mauvaise contraception, une contraception mal utilisée. Enfin, bref, la contraception n'a pas fonctionné. C'est vraiment important, la gratuité de la contraception? C'est définitivement important, puis on voit que des méthodes qui sont plus efficaces et des méthodes qui sont préférées par beaucoup de personnes, mais sont celles qui sont les plus chères, hein. On doit débourser un 350 $, 400 à la pharmacie pour obtenir un stérilet ou un implant contraceptif. Ce sont des méthodes de longue durée. Il y a des études aux États-Unis qui ont été faites en disant quand toutes les méthodes de contraception sont gratuites, les gens vont se tourner vers les méthodes qui sont les plus efficaces ou les méthodes où il y a moins de taux d'échec. Parce que prendre la pilule à tous les jours à la même heure, quand on a une vie un peu non prévisible, ben ça c'est pas possible pour tout le monde, c'est pas adapté à tout le monde. Donc, ce qui est important, c'est que toutes les méthodes de contraception soient gratuites et que les gens vont choisir la méthode qui leur convient le mieux. Puis la méthode qui convient mieux à une personne va être différente d'une autre, mais c'est toutes les méthodes qui devraient être couvertes. Et on devrait avoir aussi l'éducation sexuelle aussi pour connaître ces méthodes-là, parce que la qualité de l'éducation sexuelle au Québec et au Canada, elle varie grandement là, d'une école à l'autre, d'un professeur à l'autre. On a des gens, des fois, qui ne sont pas formés, qui vont donner les cours, donc ça va répliquer des billets. Donc, je pense que c'est très important aussi parler d'éducation sexuelle d'abord, et que dans l'éducation sexuelle, on parle de contraception, mais qu'on parle d'avortement aussi. Comme ça, on est capable de diminuer les tabous, que les gens vont savoir d'avance comment éviter une grossesse, mais si elles ont une grossesse non planifiée, qu'est-ce qu'elles pourraient faire? Quelles sont leurs options? Faut le savoir d'avance. On a lu récemment dans le journal quelque chose d'absolument affreux. Une femme immigrante qui venait de l'Angola, je pense, le pays d'Afrique, tombe enceinte, son mari veut rien savoir. D'après ce que j'ai lu, elle aurait voulu garder l'enfant, mais bon, le mari contrôlait cette femme-là. Il l'a amenée chez un charlatan qui a tenté de l'avorter avec des brochettes à barbecue. On est, encore une fois, je le répète, en 2024, tout le monde le sait, là, mais c'était renversant. Puis, écoute, je lisais ça, là, 560 000 femmes immigrantes au Québec, probablement assez massivement concentrées dans la région de Montréal et à Québec peut-être aussi, peut-être dans ta région, mais dans les régions urbaines, qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider? Bien, je pense que c'est tellement difficile de naviguer notre système de santé que c'est sûr que quand elles arrivent, elles savent pas où aller chercher de l'information. Donc, c'est important que l'information soit facilement disponible. Et puis, là, quand on parle de nouvelles arrivantes, souvent, il y a le problème de la langue aussi, hein. Le fait de pas parler français ou anglais, c'est une grosse barrière. Donc, souvent, on a des femmes qui vont venir avec leur traducteur, c'est leur fils de 9 ans qui va essayer de traduire un peu, mais parler d'interruption de grossesse avec le fils de 9 ans comme traducteur, c'est pas idéal. On s'entend, des fois, elles arrivent, puis c'est Google Translate, le traducteur, ça peut être aidant, mais c'est pas complet comme traduction. Si nous, on fait appel des fois à des services de traduction, mais là, ça arrive que le traducteur qui se présente, c'est quelqu'un de leur communauté et avec qui il aurait pas voulu parler d'avortement non plus. Donc, je pense que de former des traducteurs et d'avoir des interprètes qui sont formés, qui sont sensibilisés au sujet de l'avortement et qui s'engagent à respecter la confidentialité, ça, c'est très, très important. Il faut aussi, quand on reçoit ces personnes-là, essayer de les soutenir, essayer de comprendre d'où ils viennent, c'est quoi leur expérience avec la sexualité, la contraception. On a beaucoup de femmes qui ont été victimes d'agressions sexuelles, donc de comprendre un petit peu leur position avant pour être capable de donner un soin qui est adapté, hein, qui va les rencontrer, qui va leur expliquer dans des termes clairs l'information qu'elles ont besoin de savoir. Ça, c'est vraiment très important.
Hier, j'ai regardé le film de Léa Clermont-Dion que j'avais pas vu, là, La peur au ventre. Il y a un mouvement anti-avortement très actif. Je dis anti-avortement, puis je maintiens mon mot. Eux s'appellent pro-life, pro-vie. Si c'était si pro-vie que ça, ils défendraient pas le droit de porter des armes au point où ils le font. C'est actif aussi au Québec. Le mouvement est de plus en plus actif au Québec. En tout cas, on le voit plus actif. Donc, eux souhaitent revenir au temps où ils pouvaient manifester à l'extérieur des cliniques et essayer de convaincre les personnes de ne pas rentrer avoir un service d'avortement. Donc, chez nous, à la clinique, il y avait des manifestants tous les jours devant la clinique qui essayaient d'interpeller les femmes qui rentraient, prendre des photos, leur dire « je te donne 100 pièces si tu continues ta grossesse », qui priaient, qui avaient des photos assez traumatisantes aussi là, de fœtus surdimensionnés et sanglants. Donc, c'était comme ça il y a 20 ans, mais là, ils essaient de retourner à une situation comme ça. Mais les femmes, quand elles viennent avoir un avortement, c'est pas une décision qui a été prise à la légère. Elles l'ont réfléchi, elles ont décidé d'avoir accès au service. Donc, cette manifestation-là, ça ne fait pas changer les personnes d'idée. Elles rentrent, mais ça va teinter leur expérience, par contre. Elles vont rentrer nerveuses, en pleurs, apeurées. L'intervention va être peut-être plus douloureuse. Est-ce qu'on va devoir utiliser plus de médicaments pour les calmer? Mais c'est pas comme si leur décision va changer parce qu'elles ont vu quelque chose à l'extérieur où on lui offre 100 $ pour poursuivre sa grossesse. Les décisions ne sont pas prises à la légère. Mais on voit aussi, on voit nous dans l'église, pas loin de chez nous, il y a plein de photos de fœtus aussi. Donc, on voit qu'ils essayent d'influencer. Est-ce que toi aussi, tu as la peur au ventre des fois? Ben oui, définitivement. On dirait qu'on entend une résurgence de l'intolérance. C'est sûr que ça nous fait peur. Ça nous fait peur. Puis pour les gens qui viennent à la clinique, définitivement. Merci, Patricia. Ça me fait plaisir. Le mouvement anti-avortement est très actif au pays. Au Canada anglais, lors de l'élection de 2021, nous dit le quotidien La Presse, le groupe anti-avortement Right Now a ciblé 50 circonscriptions comme pouvant élire un ou une députée opposée à l'avortement. Ce groupe encourage des militants anti-avortement à faire le saut en politique. Les militants de Right Now font ensuite du porte-à-porte, identifient les électeurs qui sympathisent avec leurs idées et les encouragent à voter le jour de l'élection. En Ontario, le groupe a contribué à l'élection d'un candidat ouvertement anti-avortement, Sam Oosterhoff, devenu adjoint parlementaire. M. Oosterhoff rêve, je le cite, « à rendre l'avortement impensable dans les prochaines décennies ». Fin de la citation. En Alberta, en 2019, Right Now s'est félicité de la nomination d'une ministre de l'Éducation ouvertement anti-avortement. Il n'y a pas que cela. Le problème au Canada anglais, c'est l'accessibilité du service, nous dit Frédéric Chabot, directrice exécutive de Action Canada pour la santé et les droits sexuels. Frédéric, au Canada anglais, est-ce que l'offre de service répond à la demande en matière d'avortement? Depuis 1988, l'avortement a été décriminalisé au Canada, mais l'accès n'a pas été garanti. Donc, l'accès est disparate à travers le pays. Donc, dans certaines régions, l'accès est plus facile pour certaines populations. Par exemple, au Québec, pendant plusieurs années, plus de la moitié des points de service étaient situés dans la province québécoise, alors que le reste du Canada se partageait le reste des chiffres avec l'Ontario puis la Colombie-Britannique qui avait la majorité des autres cliniques et certaines provinces allant de 0 point de service à 2 ou 3 pour desservir toute une province. Maintenant, avec la pilule abortive qui est arrivée sur le marché en 2017, on a vu un grand changement pour ce qui est de l'accès à l'avortement au Canada. Ceci étant dit, il reste des difficultés d'accès pour certaines populations, puis c'est là que ça se complique parce que pour certaines d'entre nous, ce n'est pas très compliqué d'avoir accès à cette procédure médicale qui est très commune et pour d'autres, ça présente plusieurs défis. Et il faut se le dire, c'est une procédure médicale qui est très commune. Une personne sur 3 qui peut être enceinte va avoir un avortement dans sa vie. Écoute, tu dis pour certaines populations, c'est difficile. De quelle population parles-tu? Je parle des personnes qui habitent hors des centres urbains. Je parle des personnes qui peuvent être dans des centres urbains, mais ont des défis en ce qui a trait à accéder aux soins de santé, même dans une ville comme Toronto. Donc, ça peut être les gens qui ont un statut d'immigration qui est précaire. Ça peut être des gens qui sont en situation d'urgence constante, donc en situation de violence conjugale ou encore de dépendance aux drogues, de problèmes médicaux complexes qui se voient souvent barrés de l'accès aux services qui peut être plus facile pour d'autres personnes. Mais pour ce qui est peut-être d'une réponse plus généralisée, les gens qui habitent
hors des centres urbains se va présenter des défis très complexes pour pouvoir accéder à l'avortement si les services ne sont pas intégrés dans les soins de santé primaire. Comment t'expliques, toi qui regardes qu'un regard global sur la Fédération canadienne, ces différences-là? Est-ce que c'est une question de mentalité? Est-ce qu'il y a une question d'explication sociologique? Il y a plus de couples en union libre au Québec. Comment tu expliques ça? Ouais, c'est une très bonne question, puis c'est super intéressant de connaître cette histoire-là. En fait, ça s'est joué pendant les procès qui ont mené à la décision Morgentaler en 1988. Donc, pendant les années où ce travail se faisait, donc où est-ce que le docteur Morgentaler ouvrait des cliniques qui étaient illégales pour offrir des avortements aux femmes qui en avaient besoin, les activistes féministes dans le reste du Canada et les activistes féministes au Québec ont pris des pistes différentes qui ont mené à cette différence d'accès plus tard. Donc, les féministes au Québec se sont penchés sur la question de l'accès, le droit à l'accès à l'avortement. C'était la question centrale sur laquelle elles se sont penchées, contrairement à le travail qui s'est fait au Canada où ça s'est vraiment focusé sur le droit des médecins à offrir cette procédure-là. Donc, se sont rattachés à la cause du Dr Morgentaler, du Dr Scott, pour s'assurer que les médecins puissent offrir ce service-là, sans pour autant se pencher de la même façon sur la question de dire, OK, mais les médecins ont le droit de l'offrir, mais qu'est-ce qu'on fait s'ils ne l'offrent pas? Donc, on a vu justement après ça, dans les années qui ont suivi, les efforts qui sont faits au Québec pour assurer que ça soit intégré dans les services de santé primaires, dans les CLSC, dans les centres communautaires, les centres des femmes qui se sont ouverts à ce moment-là. Je veux te parler du mouvement Pro-Vie parce qu'il est encore extrêmement en vie. Est-ce qu'il est plus développé au Canada anglais qu'au Québec ou si c'est à peu près pareil partout? C'est très développé au Canada anglais, particulièrement parce qu'il y a beaucoup de support qui vient des États-Unis, support financier, support logistique, des organisations qui sont bien ancrées aux États-Unis et qui développent justement ces ponts entre les factions de leurs organisations qui s'ouvrent au Canada. C'est aussi bien développé au Québec. Dans les deux cas, c'est des minorités, c'est des groupes minoritaires qui ont des priorités politiques qui ne sont pas populaires, mais qui sont très effectives politiquement. Donc, qui ont beaucoup d'effets politiquement. Et c'est là qu'il faut se pencher sur la question, malgré le fait que c'est assez marginal là, comme opinion pour ce qui est de complètement bannir l'avortement ou de s'assurer que ces services-là ne sont pas disponibles. Toi qui regardes tout ça, tu as parfois des craintes d'un certain retour en arrière, en particulier peut-être à cause de l'influence américaine. Écoutez, après le renversement de Roe v. Wade aux États-Unis, on s'est bien fait poser la question par les journalistes, par le public, par les politiciens partout au Canada, incluant au Québec. Est-ce que ça pourrait arriver au Canada? La réponse est non, oui, puis c'est compliqué. Non, parce que ce qu'on a vu aux États-Unis avec un renversement aussi dramatique, donc il y a une décision de la Cour qui a fait en sorte que l'accès à l'avortement a été limité, un droit qui avait été assuré pendant 50 ans est tombé. On n'a pas le même système législatif, on n'a pas le même système politique. Ceci étant dit, la réponse est aussi oui, ce qui veut dire que oui, il faut être inquiet, oui, il faut être vigilant d'une certaine façon, parce que même aux États-Unis, le renversement de Roe v. Wade était impensable jusqu'à ce que certains facteurs s'enlignent et commencent à un effet domino qui a mené jusqu'au renversement de Roe v. Wade. Donc, ça a pris l'élection du président Trump pour la première fois. Ça a pris le fait que des juges aient été introduits à la Cour suprême, donc 3, donc avec des nominations qui avaient été bloquées jusque-là et qui ont été débloquées sous président Trump, qui avaient été choisies justement pour leur position sur l'avortement, qui a ensuite menti au Congrès pour dire qu'il n'y avait aucune intention de réouvrir cette décision juridique-là. Et ensuite, ça a pris des cas dans certains États américains qui étaient prêts à monter jusqu'à la Cour suprême. Donc, ça s'est joué rapidement alors que c'était un jeu de dominos qui s'était mis en place depuis plusieurs décennies. Au Canada aussi, il faut regarder à toute possibilité de facteurs qui peuvent s'enligner pour voir les victoires qui ont été gagnées ou ce qui est considéré comme des acquis. Comment est-ce que ça pourrait être changé de façon dramatique, de façon rapide? Quels seraient ces facteurs à surveiller? Il faut certainement regarder ce qui s'est passé aux États-Unis et ce qui se passe en ce moment aux États-Unis et comment ça va impacter le Canada pour justement changer comment les gens comprennent les tactiques qui peuvent être employées pour justement arriver à ces victoires-là. Donc oui, on est vigilant, oui, on est inquiet, oui, il faut regarder
il y a quelque chose qui se passe en ce moment globalement où est-ce qu'il y a un recul sur les droits reproductifs et le droit des femmes, et le Canada n'est pas immunisé contre ces influences-là. J'aimerais qu'on parle de ce qu'on appelle l'avortement tardif. Là, il y a différentes Ouais. définitions. Certains disent que c'est 20 semaines. Je pense qu'au Québec, on parle de 23 semaines, quelque chose comme ça. On parle d'à peu près 2000 femmes, donc c'est pas un nombre infini, là. Bon, d'abord, pourquoi? Parce qu'il y a plein de gens qui vont dire, ben oui, mais ça va de bon sens, pourquoi t'attends aussi longtemps? Pourquoi les femmes vont demander un avortement tardif? C'est une excellente question et qui touche aux problèmes d'accès qui existent au pays plus largement. Donc, quand on parle d'avortement tardif, c'est sûr qu'à première vue, les gens se posent des questions. Pourquoi est-ce que ça arrive? Pourquoi est-ce que quelqu'un prend cette décision-là? Pourquoi est-ce que ces services-là sont nécessaires? Puis il y a une réaction autour du tabou de ce qui se passe quand quelqu'un qui est enceinte de 20 semaines, 24 semaines, 28 semaines a besoin d'un avortement pour des raisons qui se comprennent. Là. Je veux dire, c'est pas quelque chose qui est vu dans le grand public ou qui est bien compris ou qui est bien expliqué ou des choses qui sont discutées de façon ouverte. Quand quelqu'un a besoin d'un avortement tardif, c'est pas parce qu'elle change d'idée rendue à 6 mois de grossesse. C'est parce qu'il y a eu des obstacles majeurs à leur accès à l'avortement avant ce temps-là. Les gens qui ont besoin de ces services-là, ce sont les personnes les plus marginalisées qui ont besoin d'un avortement. Donc, quelqu'un qui est dans la rue et qui n'a pas été capable de connecter avec des services de santé jusqu'à ce moment-là. Quelqu'un qui est en situation de violence domestique, qui n'a pas été capable de s'organiser, d'enligner un rendez-vous en clinique et de pouvoir quitter de façon sécuritaire leur domicile pour pouvoir ensuite arriver à leur rendez-vous. Ça, c'est souvent les cas les plus complexes. C'est les cas les plus difficiles qu'on fait, nous, quand on accompagne les gens qui ont besoin d'un avortement. C'est les cas en violence conjugale. Ça peut être des personnes aussi qui ont des problèmes de santé, qui ont peut-être reçu un diagnostic de cancer, qui maintenant ont besoin de choisir entre leur traitement ou leur grossesse. C'est peut-être des situations où des problèmes de santé aussi ont camouflé cette grossesse jusqu'à la fin. Mais souvent, dans la majorité des cas, c'est les personnes les plus marginalisées de nos communautés qui n'ont pas été capables d'accéder à ces services-là avant une date avancée dans leur grossesse. Frédéric, on parlait de la pilule abortive. Tu semblais dire qu'elle se répand de plus en plus au Canada. Bon, est-ce qu'elle représente une solution majeure au problème de l'accès? Ça a été un changement incroyable pour ce qui est d'un paysage, l'accès à l'avortement au Canada qui avait peu changé entre 1988 et 2015. Donc, tout le travail qui a été fait pour amener la pilule abortive au Canada a mené au changement le plus dramatique en accès à l'avortement depuis 1988. Ça a pris un peu de temps, ça a pris 2 ans avant que la pilule se retrouve sur le marché. Ensuite, ça a pris 2 ans de travail avec les provinces pour s'assurer que la pilule abortive est un médicament qui est complètement couvert par les provinces. Donc, on se présente à la pharmacie, on montre notre carte d'assurance maladie et voilà, la pilule abortive est payée. Donc, la barrière financière ne se trouve pas entre les gens et leur accès à l'avortement quand c'est nécessaire, ce qui était une victoire majeure. Ensuite, ça a pris un petit peu de temps avant que les gens qui font partie des réseaux de santé qui peuvent offrir ce service-là l'incluent dans l'offre de services en santé primaire. Ça, c'était le plus grand défi. Mais dès que ça s'est fait, donc que les médecins de famille, que les cliniques où les gens peuvent se présenter pour une prescription avec des infirmières praticiennes puissent prescrire cette pilule-là, ça, c'est ce qui a changé la donne. Donc, ça a fait en sorte que l'avortement qui n'était que disponible dans les centres urbains, dans des cliniques spécialisées, maintenant se retrouve chez votre médecin de famille. Donc, on peut aller voir le médecin qu'on connaît, à qui on fait confiance, qui est dans notre communauté, recevoir une prescription et ensuite pouvoir aller à la pharmacie pour pouvoir avoir un avortement dans les premières semaines de grossesse. Si tu avais 1 ou 2 suggestions majeures à faire pour améliorer la situation au Canada, qu'est-ce que ce serait? De continuer à supporter l'intégration de l'avortement dans les services en santé primaire. L'avortement, c'est une procédure médicale extrêmement commune. C'est plus commun que se faire enlever les dents de sagesse. C'est plus commun que la majorité des procédures médicales que l'on a au Canada. Donc, c'est important que les services de santé le traitent de la sorte, que ce soit offert facilement et que ce soit disponible dans toutes les communautés à travers les soins de santé primaire. Un des grands défis, c'est que nos systèmes de santé sont sous pression. Les gens n'ont pas de médecin de famille, n'ont pas accès à des cliniques rapides
Donc, un investissement majeur dans un système de santé en santé au Canada, c'est bien évidemment une priorité que les praticiens en santé, que les infirmières praticiennes, que les médecins de famille, que les cliniques aient tout ce qu'elles ont besoin pour pouvoir offrir ces services-là et tous les autres services qui sont nécessaires là, pour les populations au Canada. Mais pour l'avortement en particulier, ça veut dire des codes de paiement qui sont en place. Donc, c'est un travail politique à faire au niveau des provinces pour qu'elles puissent être payées de façon régulière et facile et qui sont en ligne avec les services qui sont offerts. S'assurer que les sages-femmes et autres praticiens de première ligne soient habilités à prescrire ce médicament-là partout au Canada. Et ensuite, de s'assurer que les soins d'avortement tardif soient offerts partout au Canada, parce que jusqu'ici, on envoyait souvent les cas les plus complexes aux États-Unis, dans des centres de santé qui offraient ces soins-là. C'était complètement couvert par notre assurance maladie parce qu'on a droit à cette procédure-là. Ce n'était simplement pas disponible au Canada. Mais là, d'envoyer des gens aux États-Unis pour ces soins-là, ce n'est plus possible. Pour plusieurs raisons. Entre autres, c'est un pays qui est très hostile à l'avortement et à l'accès à l'avortement, donc qui a réduit l'accès, ce qui veut dire que la pression sur ces centres-là est extrême, ceux qui restent encore dans les États où est-ce que c'est encore possible d'offrir ces services-là. Mais là, ils doivent desservir plusieurs autres États américains, donc il n'y a plus de place pour les Canadiennes aux États-Unis. C'est complexe et c'est hostile. Donc, c'est des services qui doivent être rapatriés au Canada. En ce moment, on a un programme en avortement tardif qui est disponible, c'est au Québec. On a besoin de centres majeurs dans toutes les régions, dans l'Ouest, en Colombie-Britannique, dans les prairies, en Ontario, au Québec et dans les Maritimes, pour que les gens qui ont besoin de ces services-là puissent avoir accès à ces soins-là. Donc, ça serait ces trois choses-là. Merci beaucoup, Frédéric. Ça fait plaisir. Qui pouvait imaginer qu'aux États-Unis, des juges conservateurs renverseraient en 2022 l'arrêt Roe vs. Wade de 1973, garantissant au niveau fédéral le droit à l'avortement? Durant ces 50 ans, les États républicains conservateurs ont multiplié les lois et règlements pour compliquer ce droit au point de l'éliminer en pratique. Vous me direz que nous sommes loin de cet extrémisme au Canada. C'est vrai. Mais depuis 1987, à la Chambre des communes, pas moins de 48 projets de loi privés touchant la question d'avortement ont été présentés par des députés. 18 de ces projets de loi étaient issus des rangs des conservateurs, 16 venaient du défunt Reform Party et 14 de députés libéraux fédéraux. Le dernier de ces projets de loi a été introduit le 31 janvier 2023. Il visait à définir comme circonstance aggravante la grossesse d'une personne victime de voies de fait. Ça a l'air plein de bon sens en apparence, mais ça crée une personnalité juridique pour le fœtus et ça tente de gruger des droits chèrement acquis par les femmes. Comme vous le voyez, ici et dans le monde, le combat des femmes pour la dignité, le respect et le contrôle de leur corps ne connaît pas encore de fin. Ici Pierre Craig, salut et à bientôt.